Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux nouveautés de ZBrush 4R6. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que je me focalise bien sûr sur les nouveautés de ZBrush et pas forcément sur toutes les fonctions qui entourent ZBrush depuis la version 4, vous pourrez comprendre pourquoi, dans des quantités de différentes nouveautés. Autre point aussi, je suis actuellement sur une interface personnalisée, une interface à moi. Tout ce que je vais montrer de toute façon est accessible de façon, on va dire, directe par les palettes, et je vais passer par ces palettes. Donc vous étonnez pas s'il y a quelques boutons qui sont différents. Tout ce que je vais vous montrer est présent dans votre version de ZBrush. Alors, avant de commencer sur l'explication des fonctions, si vous n'avez pas encore installé ZBrush 4R6, il faut savoir qu'il y a différentes façons. La première, c'est d'aller sur le Download Center de Pixologic, pixologic.com. Tout en haut, vous avez donc support et le Download Center. Et vous pouvez donc télécharger la version complète de ZBrush, c'est-à-dire un installeur complet, après avoir rentré votre numéro de série, votre email associé, ou alors dans ZBrush, vous avez dans Z-Plugin, vous avez l'auto-update, et là vous cliquez sur Check New Updates, voilà ici, et là normalement il devrait vous dire après quelques secondes, voilà, qu'il n'y a pas de version disponible à l'heure actuelle, car j'ai la dernière version. Tant que j'y suis, si vous êtes dans les premiers à avoir téléchargé ZBrush, vous remarquez que tout en haut j'ai une version qui s'appelle P1. Cette version P1, en fait, ce qui est un patch qui a déjà été distribué par justement cet auto-update de correction de bugs qui impacte les fichiers au format JPEG. Voilà, donc pour vous dire que si vous voyez un petit P1 c'est normal, mais ça ne concerne que la version Windows, la version Mac n'a pas ce problème-là. Donc voilà, et encore un dernier petit point, le troisième petit point, n'oubliez pas, vous avez dans le dossier de ZBrush sur votre disque dur, dans Programme File ou Application Pixologic ZBrush 4R6, un dossier documentation et vous avez un PDF en anglais, malheureusement, voilà, sur les nouveautés de ZBrush, mais je sais que Frenchy Pilou m'a contacté tout à l'heure pour me demander le PDF pour faire la traduction en français, donc sous peu, vous devrez avoir une version française sur zbrush.fr de disponible. Donc voilà. Alors, cette version 4R6 est bizarrement une petite version de ZBrush. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 352 milliards de nouveautés majeures. Par contre, il y a dedans une vraie grosse nouveauté majeure qui s'appelle Z-Remesher. Vous avez sûrement dû entendre parler de Z-Remesher au sein des pages web. Z-Remesher est un outil de rotopologie automatique. En fait, la rotopologie automatique, c'est quoi? C'est de recréer un nouveau maillage tout propre par-dessus un maillage déjà existant avec éventuellement un flot de polygones, des directions différentes, des densités différentes pour des besoins différents. Exemple, vous avez fait un modèle en Dynamesh, c'est plein de polygones, c'est super dense. Vous voulez créer vos UV, vous ne pouvez pas. Une rotopologie va permettre d'avoir un modèle plus léger et de recréer des niveaux de subdivision. Pour ceux qui suivent mes ateliers depuis longtemps, mes vidéos, vous savez que je suis très à cheval sur la rotopologie et le fait de passer en niveau de subdivision. Un autre exemple, vous avez récupéré un scan 3D ou vous avez fait un scan 3D avec 1, 2, 3D Catch, etc. Enfin, ces logiciels de scan 3D par image ou quel que soit le moyen, vous avez plein de triangles. D'avoir une rotopologie permet d'avoir un maillage en quadrangle organisé, ordonné, permettant une sculpture plus facile. Autre besoin bien sûr, le jeu vidéo où on a besoin d'avoir un nombre de polygones très précis, très limité, avec une silhouette bien contrôlée. Donc voilà, la rotopologie c'est ça, et automatique, et c'est le logiciel qui le fait pour vous. Alors, je ne vais pas continuer autant que le blabla, mais quand même pour finir, avant depuis ZBrush 4R3, si mes souvenirs sont bons, excusez-moi, je perds un peu le fil dans les versions de ZBrush, donc QRemesher a été introduit, qui était donc un premier outil de rotopologie automatique, et là maintenant Z-Remesher est le successeur, et je vais être très vulgaire, mais il défonce complètement QRemesher. Je vous cache pas que moi-même quand j'ai les premiers essais, je me suis dit oh la vache. Il y a plein de cas où je me dis que maintenant, des fois j'hésitais à faire une rotopologie à la main parce que je contrôlais mieux, etc. Maintenant il y a plein de cas où je me dis je fais ma rotopologie avec Z-Remesher. Vous allez voir, c'est un gros gain de temps. Pourquoi c'est un gain de temps? Parce que la rotopologie manuelle, quand vous êtes comme moi un tricoteur de polygones depuis des années, je veux dire, c'est pas un problème, ça prend juste du temps. Mais quand on n'est pas un tricoteur de polygones, il faut savoir créer des polygones, des flots de polygones, les connecter, c'est long, c'est fastidieux. Voilà, donc Z-Remesher, QRemesher, ça le fait, on va dire, en un bouton, avec plus ou moins de contrôle. Donc le problème de QRemesher, c'est que c'était déjà de un petit peu lent, et surtout il y avait une structure de grille qui était très très marquée, donc ça suivait très mal le flow des polygones.
et vous allez voir ZRemesher. Je vous le montre maintenant pendant que je blablate. ZRemesher se trouve dans la palette Tool, sous palette Géométrie, et là vous avez donc ZRemesher. Je parlerai des fonctions par la suite. J'appuie les paramètres par défaut sur le bouton. Et donc je vais continuer à parler. Donc ZRemesher, déjà il est beaucoup plus rapide que QRemesher. Là je travaille sur un modèle qui fait 274 000 polygones. QRemesher est beaucoup plus lent. Et surtout, il va vous générer un flot de polygones qui va vous sembler relativement naturel. Certes pas aussi bon que des yeux humains, mais pour beaucoup de gens qui ne sont pas des pros de la 3D, ce sera toujours 10 000 fois mieux que la retopologie qu'ils pourront faire, que vous pourrez faire. Voilà. Et surtout, vous allez faire ça en moins d'une minute. Là je parle, je n'ai pas regardé forcément le temps, mais a priori ça va prendre moins d'une minute à faire ça. Voilà la retopologie qui est générée. Pour voir le résultat, j'affiche ici le polyframe. Donc voilà ce que m'a généré ici donc ZRemesher. Vous remarquez que mon modèle globalement est propre. Il n'y a pas d'autre mystère. Regardez cette oreille là ici. Regardez-moi comment elle suit bien le flot de l'oreille. Il a fait ça déjà à la main, déjà en modeling traditionnel. Dites-vous bien que c'est un logiciel qui n'a pas Dieu qui fait ça derrière. On retrouve vraiment tous les éléments caractéristiques. On a bien le contour ici, l'arcade sourcilière, l'arcade vraiment qui est très très marqué. Au niveau donc des narines. Alors effectivement, on peut dire qu'au niveau des lèvres, la boucle de polygones effectivement descend jusque le menton. Mais franchement, est-ce que c'est très choquant? Mais vous voyez, vraiment c'est propre, nickel. On retrouve bien la forme du modèle en plus derrière. Alors bien sûr, on peut critiquer. Ah, il y a un trou ici. Non, il n'y a pas de trou. Si je zoome, c'est un petit défaut de ZBrush, on va dire. Si je lisse ici, voilà, hop, le trou est bouché. Pourquoi? J'avais un polygone qui était concave, avec un angle qui est concave, et ZBrush les affiche mal, tout simplement. Donc un petit coup de lissage. Alors après, bien sûr, on peut chipoter sur la topologie. Si on regarde bien, il y a sûrement, vous voyez, là, le dessus ici, voilà, je lisse un petit peu ici, voilà. Les polygones peuvent être un petit peu étirés à certains endroits. Vous voyez, je cherche, mais je trouve pas tant que ça, hein. Voilà, là ici, effectivement, la topologie, on a des points un peu caractéristiques, des points en étoile, et des petits losanges des fois. Mais franchement, ouais, c'est histoire de chipoter. Voilà, vous avez un modèle qui est relativement propre. Voilà, un bouton, c'est tout. J'ai cliqué et j'ai mon résultat. Alors bien sûr, le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer qu'il faut appuyer sur un bouton, mais de vous expliquer certains paramètres et certaines subtilités quand même de ZRemesher, car il y en a. Alors, donc au niveau des paramètres, je vais commencer par 3 paramètres qui sont vraiment cruciaux, qui sont super importants. Alors, je précise par avance, il n'est pas impossible que je me mélange légèrement les pinceaux dans ce que je vais vous dire. J'anticipe, hein, parce que je me connais, car cet outil-là en interne, on a changé les paramètres dedans, on a pas mal modifié jusqu'au dernier moment, pour être sûr que ce soit pour vous vraiment le one-click button qui marche bien. Donc c'est vrai que les noms ont changé, donc des fois je me mélange un peu les pinceaux. Mais je vais faire attention. Alors, au niveau de ces paramètres-là, voilà. Alors, il y a différentes choses. Le premier, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le target polygons count, le nombre visé de polygones qu'on va voir. Cette valeur, elle est en milliers de polygones. Je suis, excusez-moi, j'appuie dessus, hop là ici, je suis à 5. C'est-à-dire que quand je vais lancer le calcul, ZRemesher va essayer de me générer un modèle qui fait 5000 polygones. Et là, vous allez me dire, Thomas, ZRemesher, c'est planté, c'est vautré, lamentablement. Pourquoi? Car je me retrouve ici avec 10 454 polygones, le double. Ah, effectivement, ça pose problème. Alors, je vais vous dire pourquoi. La raison se trouve ici dans ce mode Adaptive, ouais, on retrouve là juste ici, Adaptive Density, la densité adaptive. Ce mode-là va permettre à ZRemesher d'augmenter ou éventuellement diminuer, mais en général c'est augmenter, enfin quasiment tout le temps c'est augmenter, la densité localement pour s'adapter le plus possible à la courbure du modèle. C'est pour ça que vos oreilles, globalement, sont bien réalisées, sont bien propres. Parce que ZRemesher détecte ici, il y a des courbures très très fortes, et si on veut garder cette courbure, la forme vraiment du modèle, il est important d'avoir un peu plus de polygones à cet endroit-là. Donc ZRemesher va rajouter plus de polygones localement où il le faut, et forcément il va voilà, densifier localement le modèle. Alors ce qui est très important de savoir, c'est que ce modèle-là, quand je le mets, donc on autorise ZRemesher à augmenter les polygones, à contrôler les polygones en plus pour augmenter la qualité du modèle. Si j'enlève ce mode, regardez ce que je vais faire. Voilà, je vais faire un snapshot majuscule, donc S, j'en fais une copie. Voilà, je reviens dans mon historique.
C'est mes petits lissages que j'annule. Voilà, juste là dans l'historique. Et j'enlève le mode adaptif. D'accord. Je ne fais que changer ce mode-là. D'accord. Et je lance ZRemesher. Donc maintenant, ZRemesher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me calculer le modèle en essayant donc d'avoir 6000 polygones et ne plus adapter la taille, enfin la densité, pardon, excusez-moi, des polygones. Plus ou moins de polygones. En fait, en interne, comment ça marche ce mode Adaptive Density? Si ZRemesher calcule l'objet généré avec le nombre de points qu'on a défini, 5000 à l'heure actuelle, et après, une fois qu'il a fait ce calcul-là, va localement densifier s'il le faut le modèle. Donc 5000 pour lui c'est une base en interne à respecter et après il va rajouter où c'est nécessaire. Donc c'est une raison pour laquelle il ira rarement en dessous de la valeur que l'on donne. Alors attention, il y a un petit delta quand même. Si vous mettez 10 000 polygones dans le mode adaptif, vous n'aurez jamais 5000 polygones. Vous aurez peut-être 9000 polygones, 11 000 polygones, et voilà. Et vous remarquez que ZRemesher, j'ai demandé 5000, il m'a fait 4998 points. Pour ceux qui connaissent, enfin qui ont essayé QRemesher avant, QRemesher, le delta c'était plutôt 3000 points, des fois 4000 points. ZRemesher sont des modèles plutôt en basse résolution, entre 5-10 000 polygones, va être assez précis. Par contre, plus on va augmenter, on va demander des polygones, et ça c'est pour des raisons malheureusement de structure topologique, on ne peut pas y faire autrement, plus il va, moins il va respecter cette valeur. Pourquoi? Parce que si vous avez quelques polygones de plus, vous demandez 20 000 polygones, il faut le mettre sur tout le modèle. Donc forcément, dès qu'il y a un petit delta, ça augmente ce delta de façon, on va dire, assez importante. Donc voilà, donc vous avez vu, maintenant j'ai mes polygones, mais on voit bien que visuellement, forcément, j'ai moins de points au niveau du modèle, mais mes polygones sont globalement de taille relativement constante. Petit problème toutefois, c'est que vous voyez, en ayant des polygones comme ça ici, on se retrouve, vous voyez, des espèces de petits polygones comme ça un peu tirés. Donc c'est un petit peu moins bon, globalement. Enfin bon, honnêtement, je chipote. Vous voyez, faites un modèle de 5000 polygones, il soit propre comme ça en retopologie manuelle. Et j'attends de voir, surtout en si peu de temps. Voilà, vous voyez, il a vraiment tout respecté. On a un modèle qui est relativement propre. Donc s'il y a besoin, des petits coups de lissage pour un petit peu améliorer à certains endroits les différentes choses. Si nécessaire, de toute façon, rien ne vous empêche d'exporter ce modèle-là avec Gauzy vers un logiciel quelconque pour retravailler la retopologie localement. Vous aurez déjà gagné beaucoup de temps. Et donc bref, pour revenir à ces paramètres-là, voilà ce que j'obtiens comme résultat en enlevant ce mode Adaptive Density. Donc Adaptive Density, c'est vraiment, on va dire, le choix de la qualité versus le choix du nombre de polygones. Vous voulez un nombre exact de polygones, vous enlevez ce mode adaptif. Vous voulez plutôt de la qualité et vous n'êtes pas forcément à avoir 2000, 3000, on va dire aller entre 5 et jusqu'à 50% quand même plus de polygones de votre modèle. Ça va dépendre vraiment si votre modèle il va avoir des formes très lisses, très souples ou des formes très arrondies avec beaucoup de variations. Donc forcément on peut pas, c'est un peu du tâtonnement dans ces cas-là. Alors, tant que je suis dans ces paramètres-là, vous avez juste en dessous une autre glissière qui a aussi son importance, qui est l'Adaptive Size. Alors, Adaptive Size, lui, a aussi, on va dire, une importance. Cette glissière-là, elle va marcher que vous ayez le mode Adaptive Density activé ou pas. Adaptive Size, ça veut dire que j'autorise plus ou moins à avoir des polygones de taille plus ou moins importante. C'est-à-dire des petits carrés ou des grands carrés. C'est pour ça que si je regarde son modèle ici, j'ai quand même des grands polygones ici et des plus petits au niveau de l'oreille. D'accord? Ma densité reste la même, c'est-à-dire que ZRemesher n'a pas décidé de mettre plus de polygones au niveau de l'oreille, mais il a décidé que ces polygones seraient plus petits. Donc il va répartir sur le modèle, en fonction de son quota de polygones, plus de polygones ici, mais forcément moins ailleurs. D'accord? Donc cette valeur d'Adaptive Size est quand même importante parce que plus vous l'augmentez, plus vous dites à ZRemesher, mets-moi plus de polygones ici et moins de polygones là. Autre importance aussi derrière cette valeur d'Adaptive Size, c'est que ça joue sur la taille, mais ça joue aussi sur la forme du polygone. C'est-à-dire que plus cette valeur va être importante, et plus aussi on va autoriser ZRemesher à avoir des polygones plus ou moins rectangulaires. Car si vous regardez bien au niveau de l'oreille, ici, j'ai des polygones qui sont quand même relativement rectangulaires, et là des polygones qui sont relativement carrés. Donc plus j'augmente cette valeur-là, ici, donc de l'Adaptive Size, plus je dis à ZRemesher, je veux des polygones plus petits, mais aussi éventuellement plus longs si nécessaire. Plus je vais baisser la valeur d'Adaptive Size,
et plus mes polygones seront carrés, enfin relativement carrés, et de taille constante. Exemple. Vous voyez, hop, je vais effacer celui d'à côté. Voilà, je reste ici. Pardon, je ne suis pas le snapshot, ça n'a pas marché, majuscule S. Voilà, je reviens ici. Je vais annuler donc mon Z-Remesher. J'aurais dû garder l'étape, ça aurait été plus intelligent. Voilà, ici. Et donc là, je laisse pareil. Le nombre de polygones, toujours 5. J'enlève le mode adaptif. Par contre, la taille en elle-même des polygones, c'est-à-dire l'endroit, j'en veux plus ou moins d'endroit localisé, c'est-à-dire enfin, je peux augmenter le nombre de polygones, je veux juste qu'ils soient plus petits ici et plus grands ailleurs, et leur forme plus ou moins long, plus ou moins carré. Je mets ça vraiment à 0. Z-Remesher. J'en suis calcul. Honnêtement, je vous le déconseille. Cette valeur-là, à 0, je vous la conseille que quand vous avez des modèles qui ont beaucoup de polygones. Vous demandez par exemple 20 000 polygones au niveau du modèle. Quand vous faites cette valeur adaptive size à 0, vous êtes très très proche de ce que faisait QRemesher avant. Donc là, forcément, il y a plein de détails qui risquent de sauter et des déformations plus ou moins marquées. Globalement, ils s'en tirent bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc vous remarquez qu'on a toujours un résultat qui est totalement exploitable. Si vous remarquez bien ici, on a des polygones quand même relativement constants. Regardez l'oreille, on retrouve toujours la forme, mais remarquez bien la différence de détail entre les deux. D'accord? Vous voyez le contour des yeux, les narines, le contour de la bouche. Mais, hormis les petits détails ici, il faudra un petit peu smousser comme tout à l'heure, mais c'est du lissage, on a quelque chose qui est toujours exploitable. Honnêtement, QRemesher n'était pas capable de faire quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc à partir de là, je peux, pourquoi pas, regardez ce que je vais faire. CTRL majuscule D, j'ai dupliqué ce subtool ici. D'accord? Donc je l'ai 2 fois. Je reviens en arrière. Voilà, je récupère ici mon modèle d'origine. Je viens sur celui-là, je vais le masquer. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais juste commer ces petites imperfections. Je fais toujours le tour. Faites toujours le tour de votre modèle avant de faire une retopo, enfin pas une retopo, une projection pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites pétouilles. Je n'ai pas d'autres termes, hein, à droite à gauche. Voilà, ça me paraît OK. Voilà, je suis ici. Donc maintenant, j'ai subdivisé mon modèle pour arriver au nombre de polygones. Ici, j'ai 280 000 polygones. Donc je fais CTRL D une fois, 18, 73, 293. J'ai grosso modo le même nombre de polygones. Et bien, hop, ce modèle-là, je vous dis, c'est pas utile, mais je le mets en haut. Hop. J'affiche modèle-là. Quel modèle? Donc retopologisé. Voilà, on voit d'ailleurs dans la miniature, justement ici, que ces modèles lissés retopologisés. Et en dessous, j'ai affiché le modèle en Z-Sketch. Et maintenant, je vais dire à ZBrush. Dans la palette Subtool, on a le Project. J'augmente la valeur, vous le savez depuis le temps, pour ceux qui me regardent, je l'augmente toujours à 0 que 0,4. Et je fais un Project All. Voilà, ma projection a été faite. Je peux masquer le modèle à l'origine. Voilà ici. Hop. J'enlève donc mon filaire. Et voilà, je me retrouve ici avec mon modèle qui correspond à ce que j'avais à l'origine. Allez, je peux rafficher les yeux si on veut derrière. Voilà ici, tel qu'il était. Sauf que là maintenant, j'ai un maillage avec des niveaux de subdivision. Donc vous remarquez, même en mettant cette valeur ici, donc d'adaptive size à 0, j'ai un modèle qui est toujours parfaitement exploitable. Certes, qui fait un peu moins dynamique, mais qui est parfaitement exploitable. Vous avez vu, une projection derrière, et je me retrouve quelque chose de, voilà, de clean, avec des oreilles qui sont propres, voilà, donc tout simplement. Alors, voilà, ça c'est vraiment les fonctions, on va dire, de base et fondamentales par rapport à Z-Remesher. Alors, avant de partir sur les fonctions plus avancées, les différentes options, je vais revenir juste sur une petite subtilité, car si vous ne lisez pas la documentation, ou je crois que c'est remarqué dans le LED, effectivement ici, eh ben non, je vais taper sur Dotpol, ouais, ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que Z-Remesher a 2 modes de calcul au niveau de la symétrie. Car vous avez vu, votre modèle est symétrique, la topologie est symétrique. Vous avez le mode de base, quand vous cliquez sur le bouton Z-Remesher, et que quand bien sûr votre symétrie dans Transform est activée, bien évidemment, en fait, Z-Remesher va calculer la moitié du modèle au niveau de la symétrie, et après va l'appliquer de l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est le mode de base, qui a le mérite d'être un petit peu plus rapide pour le calcul. Alors, plus rapide pour des modèles qui sont très très gros. Modèle moins gros, franchement, il n'y a pas grand chose. Et après, il y a le modèle alternatif. Donc, je vais revenir ici. Hop. Ici. Alors, je vais revenir sur le mode Adaptive Size.
Je le remets ici, je laisse mes valeurs et je remets, je crois que j'étais à 44, je crois tout à l'heure. Voilà. Et je relance mon calcul. Sauf que cette fois-ci, quand je vais lancer mon calcul, j'appuie sur la touche Alt, pareil sur Macintosh et PC, et je clique sur ZRemesher pendant que j'ai Alt enfoncé. Cette opération-là, en fait, d'appuyer sur Alt, dit à ZRemesher, fais-moi le mode alternatif. Et là, il va calculer toute la symétrie du modèle, mais justement pas que sur une moitié, mais sur l'ensemble en fait du modèle. L'intérêt, c'est que quand il va calculer des parties comme ici, au lieu de s'arrêter sur une bordure marquée comme c'était découpé en deux, il est capable de détecter les courbures et générer une symétrie. Alors, souvent, très souvent, de meilleure qualité, avoir un flux des polygones beaucoup plus propre, vraiment sur toute la partie centrale de votre modèle. Je ne vous cache pas que, systématiquement, je commence par ce mode de symétrie. Il est un petit peu plus lent, mais au final, on gagne en qualité. C'est que lorsque je trouve une symétrie pas terrible à certains endroits, que dans ces cas-là, je vais éventuellement annuler et rappiquer la symétrie de base. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus propre, vous voyez, au niveau, là, ici, vraiment de la partie, le haut vraiment de l'arcade sourcilière, au niveau du nez. Voilà, on a des choses qu'on avait vaguement tout à l'heure. Alors, je crois qu'ici, j'avais pas mis le mode adaptif. Enfin bref, vous me rappelez du modèle. Quelque chose qui est vraiment, je dirais, nickel. Voilà. Donc, petite subtilité, mais rappelez-vous la touche Alt quand vous cliquez sur le bouton ZRemesher. Alors, tant qu'on est dans ZRemesher, non, je me suis dit, il y a quand même des choses à dire, hein. Ça fait depuis 20 minutes que je suis dessus, mais j'ai touché, on va dire, la moitié de ZRemesher. On a quand même fait le plus gros. Alors, je reviens là-dessus. Petite chose que vous connaissez déjà si vous utilisez UV Master, c'est que ZRemesher a un mode de fonctionnement qui est plus ou moins similaire. On peut définir des zones de densité. Dans UV Master, c'est pour dire en gros où je protège et où j'attire. Dans ZRemesher, c'est plutôt où je veux plus de polygones et où je veux moins de polygones. Car on sait que sur un modèle, des fois, on veut plus de résolution, parce qu'on sait qu'on va sculpter ici, on a besoin de détails. Et donc là, la retopologie, on peut contrôler ça. Dans ZRemesher, vous avez en dessous de l'Adaptive Size, vous avez ici le Use Polypainting. D'accord? Vous cliquez dessus, et là, vous avez ici une petite glissière qui apparaît, qui va définir l'intensité, on va dire, de ce que vous voulez comme densité. Plus vous augmentez cette valeur-là, plus vous allez peindre du rouge, plus vous descendez, plus vous allez peindre du bleu, alors un bleu cyan. Vous remarquez ici les couleurs, là, on les retrouve. Si je bouge mon glissière, on voit bien la valeur qui change, donc au niveau ici du sélecteur de couleurs. Alors les couleurs sont un petit peu différentes du VMaster. VMaster, ça faisait un peu trop français, bleu, blanc, rouge, donc on a mis du cyan en fait derrière. Voilà. Je précise, la personne qui est derrière ZRemesher, c'est une des personnes qui était aussi derrière UV-Master. Donc voilà, petite histoire. Donc là maintenant, je peux dire donc forcément à 1, je vais peindre du blanc. Dire densité, hop, allez, on va mettre à 4, soyons fous. Sur ce modèle-là, je voudrais, au niveau des yeux, peindre. Oh, j'ai bougé, tout passe en rouge. Qu'est-ce qui se passe? Car ça, malheureusement, c'est les subtilités de ZBrush. Car vous vous rappelez, lorsqu'on modifie une couleur, quelle qu'elle soit ici, si je n'ai pas défini une couleur de base, donc sur mon modèle, il applique de façon dynamique la couleur que je sélectionne. En fait, j'ai bougé, il a mis à jour le modèle tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre du blanc ici, et dans la palette Subtool ici en haut, vous pouvez dire, tiens, hop, j'active le Polypainting. Maintenant, quand vous modifiez la couleur, vous voyez, plus rien ne se change. Ou alors l'autre solution, on prend une couleur ici, donc toujours du blanc, c'est important le blanc, je vais revenir. Vous faites Fill Object, c'est la même chose. Pourquoi je parle du blanc? Parce que pour ZRemesher, lorsqu'on met 1 comme valeur ici pour le Use Polypainting, le 1, c'est-à-dire c'est du blanc, ça n'affecte pas la densité. Si maintenant je mets du rouge, 4 à fond, vous voyez, ZBrush m'a mis du rouge directement, je peux peindre. Attention, par défaut, prenez la brosse standard, mais la brosse standard est en mode RGB, mais aussi en mode Z-Add. Enlevez le mode Z-Add, sinon vous allez peindre et déformer en même temps votre modèle. Le but, c'est pas de le déformer. Donc là, maintenant, je peux pouvoir dire, tiens, je voudrais un peu plus. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai un automasking d'activer effectivement par polygroup. Voilà. Donc je peux peindre maintenant, vous voyez, comme ça du rouge au niveau des yeux. Vous voyez au niveau ici, voilà, ces zones-là. Par contre, le haut du crâne, hop, je descends la valeur à 0. Genre cette partie-là, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de polygones car ça ne me sert à rien. Bien sûr, je pourrais faire de la variation. Maintenant, un petit truc est très important. Pensez à faire de la transition
au niveau des zones, car là vous avez une zone qui va être de densité neutre, et là 4 fois plus importante. Donc forcément vous allez avoir un changement très brutal de densité. Première solution, on peut bien sûr dire, bah tiens, au lieu de prendre un bleu un peu plus faible, je mets un peu plus important, je vais peindre à côté, voilà, ici je vais faire un dégradé. Ou alors je prends du rouge, pas x4, mais je vais dire par exemple x3, je vais peindre un petit peu à côté ici, modulo la pression, bien sûr votre stylet, d'où l'importance du stylet. Ou alors l'autre solution, majuscule enfoncé, brosse smooth, et là je vais juste enlever le mode Z add pour mettre que le mode RGB. Et là je vais pouvoir lisser le polypainting au niveau du modèle pour atténuer comme ça la densité. D'accord? Donc attention à ça, pour avoir des transitions un peu plus propres. Le problème du polypainting lorsqu'on fait majuscule avec le lissage, plus votre modèle sera dense et plus le lissage va être doux, enfin progressif. Donc quand un modèle est dense, ce que je vous conseille, c'est de jouer, peindre de la variation progressive de densité ici, et après finir avec du lissage pour faire une transition un peu plus douce entre ces différentes zones de densité. D'accord? Donc je suis ici, maintenant je vais relancer ZRemesher. Voilà, j'ai sur mode adaptif, je laisse plus ou moins celui comme valeur. J'appuie toujours sur mon Alt quand je lance ZRemesher, donc maintenant je le fais systématiquement du fait que je vous l'ai dit. Et voilà, mon modèle est généré. Alors bien sûr ma couleur change, pourquoi? Car c'est un nouveau modèle, donc le polypainting change de couleur. Alors là, vous remarquez donc pourquoi tout à l'heure je parlais justement de variation de densité très importante. Ben voilà. Voilà le meilleur exemple que vous puissiez avoir, ce genre de choses. Alors bien sûr après on peut, alors bien sûr majuscule, il faut mettre le Z-date si on veut le faire. Voilà, on peut relisser effectivement les choses. Mais voilà, vous allez vite vous retrouver avec des variations de densité très très importantes. Vous voyez, on voit vraiment au niveau du crâne ici. Donc forcément, c'est pas très très bon. C'est pour ça que je vous disais, ça vaut le coup de passer un peu de temps. Bon, en attendant, le but c'est quand même vous montrer la fonction. Et vous voyez bien qu'on a quand même une variation de densité ici qui est bien de facteur 4. À mon avis, beaucoup plus que le facteur 4 d'aéropassage. Pourquoi? Parce que c'est modulo aussi cette valeur d'adaptive density. Donc vous cumulez les différentes choses. Donc attention avec ça, je vous conseille vivement avec la densité de jouer pas sur des facteurs divisés par 4, enfin 0,25 c'est pas divisé par 4, c'est un quart tout simplement, ou x4, faites des valeurs x2, x1,5, lissez bien, faites de la transition. Je pense que ça parle, enfin voilà, l'exemple parle de lui-même. Donc voilà un petit peu par rapport à ZRemesher. Alors autre donc l'avant-dernier point de ZRemesher, c'est que vous avez aussi le Curve Strength, car le ZRemesher, comme s'appelle QRemesher avant, on peut guider le flow des polygones avec des courbes. Donc pour ça, je vais charger un autre modèle. Je fais un CTRL N. Alors voici un autre, notre modèle qui en fait commence un peu à dater mais que j'aimerais bien continuer et qui est passé par la phase de retopologie. Le process simplement c'était du Dynamesh, de la retopologie car j'aime bien mes niveaux de subdivision, mais je me suis retrouvé à modifier des choses, enlever une queue, modifier des oreilles et ce genre de choses, et donc je me suis retrouvé à plusieurs reprises à repasser en Dynamesh et donc revenir en retopologie. Et c'est pour ça que pour moi la retopologie automatique est un grand plus, car même pour ces phases de recherche de forme, de travail dessus, où je ne suis pas encore contraint avec une topologie finale, voilà, j'ai cette liberté de pouvoir modifier ma forme de base sans passer des heures et des heures à modifier. Donc là, ce modèle-là, cette retopologie a été faite à l'époque par QRemesher, qui honnêtement a fait un boulot pas trop mauvais. Voilà là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever un niveau de subdivision. Et je peux dire maintenant à ZRemesher, resiremeshe-moi ça, je sais pas qu'on peut dire en français. Éventuellement, un peu plus de polygones. Je vais dire, allez, peut-être pas 38, on va mettre, allez, 15, par exemple. Je laisse toujours l'adaptive en ce qui me concerne. Parce que pour moi, c'est une phase de sculpture. Je n'ai pas trop attention et j'ai pas besoin d'atteindre des millions de polygones. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'atteindre ma limite de polygones pour ce que je veux faire. Donc ZRemesher. Je lance mon calcul. Alors vous avez remarqué, je suis descendu d'un niveau de subdivision. Donc pendant que ça calcule, je vous explique ça. La retopologie, bien sûr, le but c'est de recréer une forme par rapport à une forme déjà existante. Mais ça ne sert à rien de lui injecter un modèle qui fait 15 millions de polygones si ce même modèle avec des niveaux de subdivision, je sais pas, à 200 000 polygones, a la même silhouette, a la même forme et les mêmes choses qui sont marquées. Voilà. En général, ça sert à rien. Mis à part flinguer votre mémoire, on va dire, augmenter le risque de calcul et donc potentiellement le risque d'erreur. Donc attention à ça. Toutefois, ne descendez pas non plus trop bas au niveau de votre forme. La raison est simple.
parce que justement ZRemesher est très à cheval sur la forme et la silhouette de votre modèle, le flow, on va dire, les lignes de force de votre modèle. Donc si vous descendez trop bas, vous risquez de les perdre, et donc votre topologie va moins faire attention à ça. Donc il faut trouver un juste milieu. Par contre, je vais dire, oui, mais moi j'ai un modèle qui fait, je sais pas moi, 15 millions de polygones, j'ai pas de niveau de subdivision. Un conseil, passez par décimation de master. Voilà ici, décimation de master. Vous faites un coup de pré-process current et vous décimez pour réduire le nombre de polygones. Ça marchera très bien. ZRemesher, qu'il y ait des polygones, des quadrangles, des triangles en entrée, il s'en fiche. Donc pensez à optimiser. Ça ne sert à rien d'avoir 25 milliards de polygones en entrée. Donc voilà le modèle que m'a généré ZRemesher à l'origine. Donc vous remarquez par rapport à avant, on a quand même des lignes de polygones, on est voilà, un peu plus propre. Au niveau du dos, c'est plus marqué au niveau du dos quand même, hein. On respecte plus la forme au niveau des cheveux, surtout les oreilles. Toutefois, je me retrouve, voilà, au niveau des yeux, j'ai des boucles pas forcément parfaites. Alors j'ai passé en mode solo, voilà ici. Donc c'est pas forcément parfait, là la bouche, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors une des raisons aussi pourquoi, c'est que mon modèle n'a pas, je dirais, de ligne très marquée. Par contre, on se rend compte que la cassure au niveau des seins, on voit bien que le flow des polygones a bien suivi les choses. Vous voyez, au niveau des hanches, on a bien le flow. Donc vous remarquez, plus vous aurez des formes cassées dans ZRemesher, plus il va essayer de suivre le flow de vos polygones. C'est important, pourquoi je vous dis ça? Car je vais vous parler des courbes, bien évidemment, mais il y a un petit truc à savoir pour éventuellement guider les polygones. Car le modèle de support que vous avez, vous pouvez le considérer comme étant un modèle de base pour faire votre retopologie. C'est-à-dire, votre modèle, vous allez le détruire, qui va être remplacé par un nouveau. Donc, vous faites une copie de votre original, bien sûr, et votre modèle qui va être retopologisé, ben, vous pouvez travailler dessus. Exemple, j'annule ici ma retopologie, et je pourrais prendre un brosse dame standard ou /3 par exemple. Ma /3, excusez-moi, voilà ici, un peu violente la /3, et dire, bah tiens, je vais commencer à marquer là des zones. Alors un petit coulissage, pourquoi pas, hein, vous pouvez très bien travailler en plusieurs fois. Dire voilà ici, hop. Et au niveau des yeux, dire bah tiens, je vais... Alors il y a aussi la brosse dame standard qui marche bien. Oups. Alors allez-y quand même, parce que la slash elle est un peu violente hein, quand même. Mais en fait, de faire ces différentes... Vous voyez, de marquer comme ça ici. C'est un peu brutal hein, ce que je fais, je vous l'accorde. Mais voilà, en faisant ça, hop. Hop. Alors, n'hésitez pas à lisser un petit peu quand même. Hein, là, je fais ça rapidement, il faut passer un peu de temps, mais vous voyez, même si on passe un petit peu de temps à faire ce genre de choses, si vous perdez 10 minutes, un quart d'heure pour préparer votre modèle, ce sera toujours plus rapide que de faire une retopo à la main, tout simplement. Donc, hop, je fais ça ici, majuscule, hop, excusez-moi, S, ZRemesher, et je lance mon calcul. Alors, on peut cumuler ça avec les courbes. Donc, en attendant donc, le calcul, pour les courbes, je précise, ZRemesher est plus naturellement guidé par la géométrie vraiment le même, la forme de votre modèle, les creux, les vallées, tout ça, que les courbes. Les courbes sont vraiment des guides, mais disons que le ZRemesher est moins guidé par des courbes que par cette géométrie. Voilà. Donc là, vous remarquez, alors bien sûr, on retrouve ces creux qui se trouvent là. Mais n'oubliez pas, un petit coup de lissage, donc là-dessus, hop. Voilà, pour récupérer un plateforme d'origine. Et après, vu que vous allez faire une projection de votre modèle, alors par contre, je vois, j'ai pas assez de polygones au niveau du visage. Mais bon, vous remarquez par rapport à tout à l'heure, vous voyez, on a des qui étaient quand même plus marqués. Au niveau du corps, je pense que voilà, c'est vraiment flagrant. Et vous allez comme ça pouvoir récupérer voilà, un flot de polygones qui est beaucoup plus proche que ce que vous voulez.
D'accord? Là, on est plus proche vraiment d'une topologie à la main. Alors, vous voyez, bien sûr, plus vous allez creuser, plus vous allez marquer, et plus à cause de cette valeur, donc relative density et ce ici adaptive size, plus vous allez forcément avoir des polygones étirés et denses à cet endroit-là. Donc attention, pas forcément des creux aussi profonds. Dame standard peut être un petit peu mieux dans certains cas, parce que Dame standard, elle est quand même un peu plus, elle va un peu plus pincher les choses. Bref, donc voilà un exemple, voilà, de travail avec ici, donc les différentes, pas courbes, mais coups de brosse. Alors je vais en arrière pour parler des courbes. Voilà. Donc je fais un CTRL N pour effacer l'autre derrière. Et donc maintenant je peux reprendre ma brosse. Donc, alors hop, ici j'enlève le del ailleurs, tout simplement. Ma brosse, donc pas QRemesher pour ceux qui connaissaient avant, mais la brosse Z-Remesher qui se trouve ici. La brosse Z-Remesher, elle, va permettre de créer des guides sur votre modèle. Les guides, bien sûr, vous les faites de façon symétrique. Voilà, vous travaillez là-dessus. Un petit détail par rapport à avant, vous avez vu, j'ai mis niveau de subdivision, hein, je peux tracer ma courbe dessus. Hein. Vous allez pour dire, bah tiens, voilà, je vais pouvoir, à cet endroit-là, dire, bah tiens, je voudrais, alors peut-être, hop. Voilà, ici, je suis pas en forme ce soir, là. Voilà, arriver là, dire ici, hop, un peu comme tout à l'heure. Donc vous tracez. Alors, un petit conseil quand vous tracez vos courbes, si vraiment vous voulez diriger le flot des polygones, n'hésitez pas à tracer des ensembles de courbes qui sont assez proches. Vous voyez, je les fais tendance à les faire plus ou moins par 2 ou par 3. Attention par contre à la distance de snap. Voilà. Car plus on allait faire comme ça localement, je dirais plus ou moins localisé, plus vous allez contraindre le nombre de polygones, enfin pardon, le nombre de polygones, je dis n'importe quoi, excusez-moi, le flot des polygones de votre modèle. D'accord? Donc vous pouvez bien sûr faire comme c'était le cas avant, majuscule, pardon, faites un clic glissé et majuscule pour faire une boucle autour d'un endroit. Je clique, je glisse, majuscule, hop, et j'ai des boucles. Donc ça c'était déjà le cas avant dans Z-Remesher et pour les autres courbes dans ZBrush. Voilà, c'est fait ici. Donc on peut continuer. Vous voyez, j'ai tendance à du coup un petit peu trop, des points trop proches. Donc je réduis un peu la taille ici. Hop, hop ici. Voilà. Alors, QRemesher avant, il ne fallait pas trop de courbes. Hein. Bah, Z-Remesher, limite, on fait un petit peu plus. Voilà. Donc là, vous pouvez faire des courbes comme ça ici assez rapidement. Rajouter sur les doigts si vous voulez. Donc, c'est une des solutions. Maintenant, je relance le calcul comme tout à l'heure. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure indirectement, c'est qu'on a le fait de travailler sur la géométrie temporaire, c'est-à-dire faire des slashes, etc. Mais on peut aussi cumuler ça avec les courbes. Rien ne vous empêche de faire les deux en même temps. Voilà. L'intérêt des courbes, c'est que vous ne changez pas la forme du tout de votre modèle. Vous travaillez dessus, alors que l'autre forme, voilà, vous modifiez. Donc vous remarquez ici, on a bien les changements qui ont été faits entre les deux au niveau des courbes. Vous voyez, là on a bien les boucles ici, la boucle là. Bien sûr, je manque de polygones, hein, je vous dis comme tout à l'heure, il faut que je densifie éventuellement. Mais vous voyez que les courbes ont quand même fait leur travail. D'accord? Alors, pour les courbes, vous avez un seul paramètre, le curve strength. Plus cette valeur est importante, plus les courbes vont attirer les polygones, plus c'est faible, plus ça va être léger. Je ne vous cache pas que personnellement, par expérience, j'ai tendance à préférer travailler pas avec les courbes, mais avec les brosses. C'est-à-dire une brosse de type slash 3 ou dame standard ou les autres slash, voilà, pour mieux marquer ma géométrie. Éventuellement un petit coup de clé polish, quand si votre forme est bien marquée, pour marquer les choses. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est assez à vous de trouver en fonction du modèle, bien sûr, quel est l'élément le mieux ou le moins bien. Alors, toujours en parlant du modèle pour la préparation, un petit truc pour améliorer la qualité du flot de polygones. Je ne vais pas forcément vous le montrer en termes de résultats. Hop, je prends un peu importe, hein, je prends la démo aide. Voilà ici. Pour améliorer les résultats de vos modèles, ce que je vais faire, je vais prendre la brosse rec, voilà ici, et je vais dire, bah tiens, je vais faire un petit coup de rec.
Je fais un truc volontairement dégueulasse. Le but, c'est pour vous expliquer la fonction et surtout vous dire, si vous rentrez dans le cas, vous faites une retopologie d'un modèle qui a déjà beaucoup de petits détails, de petites variations, on va dire du bruit géométrique. D'accord ? ZRemesher est très sensible au flot des polygones. Donc ça veut dire que plus vous aurez du bruit, plus il va l'analyser. Forcément, c'est du temps de calcul, mais le risque, c'est que ce bruit puisse perturber le flot des polygones qu'il va générer. Donc n'hésitez pas, quand vous avez ce genre d'opération là-dessus, à aller dans la palette Déformation, et vous avez ici le smooth, qui est là, d'augmenter comme ça la valeur, vous voyez, pour lisser votre modèle. Bien sûr, vous perdez ces détails-là. De toute façon, je rappelle que la rotopologie va les manger quoi qu'il se passe, donc c'est pas très grave. L'autre chose que moi je fais plus souvent, c'est que le polish qui se trouve ici, je le prends et je mets une valeur à 1. Que c'est assez fort. Et vous voyez, tous mes détails ont disparu. Et en faisant comme ça ici, ma retopologie avec ZRemesher, j'ai une topologie qui va plutôt respecter le flot des polygones et avoir mes résultats. Autre chose aussi dans les trucs que je suis là-dessus, je fais un ZRemesher de mon résultat. Donc j'obtiens donc un résultat au bout de quelques secondes. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Même pas le temps d'aller prendre un café. J'ai mon résultat, j'affiche mon maillage. Et ben n'hésitez pas dans certains cas à faire une deuxième fois un coup de ZRemesher par-dessus. De 1, c'est beaucoup plus rapide, et vous remarquez, alors on perd un peu du détail, mais on a un maillage qui est beaucoup plus unifié derrière. Donc vous avez vu, le premier ZRemesher, le deuxième. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de... Voilà, qui est quand même non négligeable. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes moyennement satisfait de votre topologie, et ben faites un coup de ZRemesh. Le seul petit problème de ce petit truc, c'est que ça ne marche que sur les modèles qui n'ont pas de courbes ou voilà, au niveau de votre modèle. Parce que si vous avez des courbes, forcément, dès qu'il va avoir généré le ZRemesher, ça va disparaître. Alors que, ce que je vous disais avant, le fait d'avoir... Bon, je vais prendre le dame standard, hein, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, ici. Voilà, quelque chose qui va être... c'est un peu extrême ce que je fais ici, on va dire. Voilà, donc... Alors attention, bien sûr, là, ce genre de technique, c'est bien quand votre modèle a déjà assez de polygones. Donc là-dessus, hop, je fais mon ZRemesh. Voilà, donc vous voyez, on retrouve les flots de polygones qui sont ici. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment clair. Hein. Vous voyez, ZRemesher respecte vraiment ces courbures. J'aurais fait une courbe, j'aurais fait la même chose, je vous le garantis. Donc là-dessus, et j'en fais un deuxième. Voilà. Donc là, je viens en topologie, mais je garde mes bouts de polygones. Et maintenant, j'ai plus qu'à lisser mon modèle, faire un relax si nécessaire, et après projeter. Donc vous voyez, voilà, ça c'est des petits trucs, mais voilà, ça vaut le coup de passer un peu de temps pour améliorer la qualité de votre topologie. C'est pas fait à la main, mais un petit coup de main en plus derrière justement, et on arrive à vraiment améliorer les résultats qui sont déjà bien. Alors pour finir pour ZRemesher, vous voyez, c'est quand même, il y a des choses à dire dessus. Je vais vous parler juste de la retopologie partielle. C'est quelque chose qui était déjà présent avant. Alors je vais prendre simplement le démo Soldier. Hein. Et j'ai parlé d'une autre nouveauté en même temps. Vous avez vu ici, j'ai le mode solo qui est activé. Le mode solo, petit rappel, ça affiche que le subtool sélectionné et pas le reste. Donc voilà, subtool sélectionné, je l'enlève. Petite nouveauté, c'est le mode solo dynamique. Vous avez au niveau donc de l'interface, donc ici, au niveau du mode solo, en haut le bouton dynamique. Je clique dessus. Voilà, j'active le mode solo. Hop, j'enlève le truc ici. C'est bien parce que en fait, je crois savoir pourquoi. Eh ben non, même pas. Tiens, c'est rigolo, le mode solo dynamique. Normalement, le mode solo dynamique est censé, quand vous tournez, en fait, quand vous affichez rien d'ici, c'est bizarre ça, tiens. Bon, bref, j'ai dû faire une bêtise quelque part. Le mode solo dynamique, normalement, c'est que vous êtes en mode solo dynamique, il affiche tous vos subtools, et dès que vous tournez, il affiche que le subtool courant, vous relâchez, il affiche tous les subtools. Donc tiens, c'est bizarre. Je revérifierai ça plus tard, peut-être que j'ai fait un truc de travers. Bref, donc je reviens à mon modèle ici. L'intérêt, c'est que ce modèle-là, vous remarquez, il a différents polygroupes. Donc je peux à n'importe quel moment dire à ZRemesher, prends-moi ce modèle-là, et quand tu vas faire la retopologie, il est visible tout simplement. J'enlève le mode adaptif, comme ça je sais qu'il va garder le même nombre same. Les options sont les mêmes qu'avant que Remesher. Same pour dire, refais-moi une nouvelle topologie en gardant le même nombre de polygones, plus ou moins. Half, j'en veux que la moitié. Double, j'en veux le double.
D'accord? Donc j'envoie le mode adaptif. Par contre, j'ai toujours l'adaptive size pour éventuellement avoir des polygones plus ou moins grands, plus ou moins déformés si je le veux. Z-Remesher. Voilà, donc j'ai mon modèle qui me paraît un peu plus gros quand même derrière, hein. Il me paraît un peu beaucoup quand même ça ici. Voilà, et si vous lissez, remarquez ici, voilà, il vous a fait une topologie assez propre. L'autre chose, si vous avez l'option Freeze Border qui, elle, va garder les bords existants tels quels, c'est-à-dire il ne va pas toucher à ces points-là. Je vais mettre en alpha, là ça me paraît beaucoup quand même. Voilà ici. Vous remarquez maintenant, voilà ici, regardez, tous les points existants, il les a gardés. Alors un petit coup de lissage ici. Il m'a fait une retopologie du modèle qui se connecte de façon naturelle à la topologie déjà existante. Vous voyez? Je regarde à droite et à gauche. Vous voyez la différence. J'ai toujours le même flot de polygones, hein, vous remarquez. J'ai demandé moins de polygones, mais j'ai toujours le même flot de polygones. Ma main est toujours propre. J'ai un modèle qui est nickel. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter avec Z-Remesher, quand vous avez des polygroupes ou des polygones visibles, je dis bien visibles, parce que je peux très bien dire, peut-être pas, je prends le lasso éventuellement, donc ici, vous voyez, je prends ça, je garde pareil, Freeze Border, je prends le nombre de polygones par contre cette fois-ci ici, d'accord, Freeze Border, Z-Remesh, voilà, et il m'a refait, voilà, directement, un remesh. Alors on peut un peu lisser là. C'est vraiment fait n'importe comment, mais vous remarquez que voilà, ça fait un modèle qui est propre, qui connecte entre les deux. Bien sûr, attention à la symétrie, genre de choses. Hein. Ça va dépendre effectivement de votre modèle, mais voilà. Donc c'est les petits trucs effectivement plus derrière. Vous avez aussi le freeze group. Alors je vais l'annuler derrière. Ce que j'ai fait ici. Hop, je reviens au début. Freeze group, freeze border, pardon. Là, freeze group, je vais y arriver. Adaptif. Qui lui en fait quand vous allez travailler va juste garder les polygroupes au niveau des bordures, voilà, je vais y arriver, les démarcations. Donc voilà, vous avez vu, il a gardé les polygroupes à cet endroit là. Par contre, si j'avais activé la symétrie, ça aurait été beaucoup mieux. Donc je recommence. Z-Remesher, j'appuie sur mon Alt tant que j'y suis. Et tiens, il m'a tout perdu. J'aime bien quand ça marche bien. Non, bah, vous voyez, tout à l'heure ça a marché, ça marche plus maintenant. Ah, je sais pourquoi. Car si c'est ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'apprends en même temps. Est-ce que ça va être ça ou ça va être ça? Voilà. La raison est simple. Hein. Oula, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un modèle qui marche pas très bien. J'ai un joli trou. Voilà, donc bref. La raison est simple en fait, quand j'ai fait cette opération là, c'est que cette fonction de freeze group ne marche qu'avec la symétrie de base. J'ai appuyé sur Alt quand j'ai fait l'opération. Vous voyez, c'est ce qui m'a généré ce problème là. Voilà. Donc, vous voyez, j'appuie sur Alt, ça va pas le faire, donc si je le fais ici, normalement, ça devrait être bon. Hop. Je reviens dessus. Donc voilà en gros à peu près pour Z-Remesher. Je crois que je n'oublie rien par rapport à l'outil. Donc pour résumer, attention à ces modes, j'ai le double ici, adaptif qui est très important. Si vous voulez le désactiver, vous gardez un nombre de polygones à peu près cohérent à ce que vous avez ici, donc dans le target polycount. D'accord ? Si vous l'enlevez, donc c'est cette glissière-là qui a une importance, après l'adaptive size va jouer sur, pas la densité, mais sur la taille de vos polygones et la forme de vos polygones. Donc c'est un petit alchimie entre tout ça, sachant qu'en règle générale, les valeurs par défaut de Z-Remesher sont largement suffisantes. Et si vraiment vous voulez respecter votre nombre de polygones, qui est important de désactiver ce mode adaptif. Après le polypainting, attention à bien respecter donc les variations justement de densité pour faire un truc progressif et pas quelque chose de très très marqué. Et après n'hésitez pas à guider avec des courbes en modifiant la géométrie de votre modèle temporaire. Après faire de la projection, etc. etc. Donc voilà un petit peu pour ce Z-Remesher. Vous voyez, c'est quand même un gros pavé hein, qui vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil dessus. Alors maintenant, pour les autres nouveautés de ZBrush, car il y en a d'autres, on va attaquer par les brosses, hein, les petites additions. Alors il y a une nouveauté que moi j'aime beaucoup, qui est la brosse de trim. La brosse de trim qui est très similaire aux brosses de clip. Elle se trouve où? CTRL majuscule.
C'est une brosse donc de type, qu'on appelle avec un modifieur, des modifieurs sur la touche CTRL majuscule Alt, donc CTRL majuscule, et ça vous liste toutes les broches qu'on peut utiliser avec ces CTRL majuscules enfoncés. Et vous avez ici notamment la brosse Trim Curve, que je peux prendre là. Je lâche. Si vous la cherchez, bien sûr, dans la palette brosse, vous cliquez ici, et vous l'avez ici, donc dame standard, tout ça. J'appuie sur, donc T, hop, c'est pas ici, parce que c'est pas T, c'est, j'appuie, hop, je reviens en arrière, c'est sur C comme curve. Voilà ici. Et là, normalement, vous devez avoir, quoique je ne sais même plus, regardez, je la prends tellement, maintenant c'est sur Trim, excusez-moi, je passe toujours par le haut en fait, hein. Vous voyez, Trim lasso, Trim rectangle, Trim curve qui se trouve ici. Voilà, excusez-moi, je vais dire une bêtise. Donc Trim curve, d'ailleurs il vous dit au passage, attention, vous la prenez, c'est une brosse, il faut la utiliser CTRL et majuscule, Shift en anglais, pour appeler la brosse. CTRL majuscule, et là, ça fait comme les brosses de clip qu'on avait avant. Donc là, alors déjà forcément on vous dit le modèle à niveau de subdivision, ça ne marche pas, j'avais oublié, petit détail, comme beaucoup de brosses dans ZBrush. Clic glisser, et là me dire, bah ça fait comme les brosses de clip que l'on avait avant. Non, la grande différence, c'est que là, il enlève vraiment les polygones, il coupe le modèle, et il fait un remplissage de trous à ce niveau-là. Si je reviens en arrière, et je reprends une brosse type clip, donc CTRL majuscule clip curve, je fais pareil. Visuellement, ah bah c'est pareil. Maintenant, si je tourne, vous voyez, il a poussé tous les polygones sur la courbe. Donc clip, ça pousse les polygones donc par rapport à la courbe. Vous voyez en fait, je tracer une courbe comme ça ici, clip, ça va pousser tous les polygones. Voilà ici. Alors que la brosse de type donc trim, les brosses de type trim, ça va couper ici, sauf que là en fait ça va carrément enlever les polygones. C'est vraiment la grosse différence entre les deux. Alors, vous allez dire, c'est quoi l'intérêt de l'une par rapport à l'autre? L'intérêt des brosses type clip, c'est que ça ne modifie pas la topologie de votre modèle. C'est toujours vos polygones, pour un peu qu'il y ait du morph target ou n'importe quelle chose, vous les gardez. Je ne vous cache pas qu'en général, on utilise ces brosses-là avec du Dynamesh. La brosse de type trim ici, c'est que là, effectivement, ça coupe les polygones. Il n'y a pas ce petit tassement qui apparaît ici, ça découpe proprement. Alors, petit problème, par contre, cette brosse, donc je reviens maintenant sur la brosse de type... voilà ici, hop, je vais y arriver, de type donc trim curve. Donc vous voyez, hop, je peux comme ça découper, vous voyez, ça fait des choses qui sont relativement propres. Mais je peux aussi faire des choses comme ça, avec une courbe, vous voyez, faire de la découpe. Le seul problème donc de ces systèmes-là, c'est que quand je fais une ligne droite, vous voyez ici, la découpe est propre. Par contre, dès que je commence à faire des courbes, vous voyez comme ça ici, alors moi j'ai fait une petite... Alors c'est Alt, qu'on appuie une fois sur Alt, on tape une fois sur Alt pour commencer à tracer une courbe. Vous remarquez ici, j'ai pas une projection propre, il y a un petit décalage comme ça ici. Pourquoi? Car ça utilise en interne l'algorithme de bouchage de trous, et le bouchage de trous lui fait pour travailler sur des surfaces qui sont planes. Donc forcément, la découpe n'est pas du tout plane, donc il bouche un peu comme il peut derrière. Donc voilà, donc c'est un petit peu la petite subtilité, je dirais, à savoir par rapport à cette fonction-là. Par contre, voilà, c'est que c'est un polygroupe, on peut très bien le sélectionner, on peut très bien l'inverser. Voilà, donc on a vraiment toutes ces possibilités grâce aux brosses de trim. Alors, les brosses de trim, je reviens en arrière. Ah, vous avez remarqué, petit rappel introduit dans la version 4R5 de ZBrush. Voilà, j'ai fait ma forme ici, j'ai ma découpe. Vous vous rappelez peut-être, lorsqu'on fait CTRL majuscule avec, par exemple, le lasso rectangle de sélection, on peut cliquer dessus et afficher que le polygroupe courant. Ou alors, si j'inverse à côté en faisant CTRL majuscule et un clic glissé dans le vide, je peux inverser comme ça les polygones visibles. Le problème, c'est que, hop, je raffiche ici, je suis avec ma brosse de type trim, donc CTRL majuscule, c'est le même raccourci pour appeler le trim qu'appeler le select lasso ou le select rectangle. Donc si je veux cliquer là-dessus, effectivement le clic bref il marche. Par contre pour inverser, oui, je peux pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un raccourci, CTRL majuscule, je commence à tracer. Je lâche mon clavier, mais j'ai toujours mon curseur appuyé sur mon écran de ma Cintiq en ce qui concerne votre tablette. Vous appuyez, tapez une fois sur CTRL, je dis bien taper, hein. Tac, et vous passez directement au rectangle de sélection. CTRL une fois, vous revenez avec votre brosse. Voilà. Donc c'est les petits trucs qui sont assez utiles, voilà, à savoir. Et donc maintenant, je peux inverser ma sélection. Voilà, c'était le petit truc.
Donc voilà les brosses donc, de type trim. Alors si je vais voir derrière, j'ai d'autres brosses de type trim, essentiellement trim lasso, trim rectangle, trim circle. En gros des formes qui sont fermées. Je prends le trim circle, je fais un trim à l'extérieur, vous vous rappelez peut-être, majuscule, barre d'espace, et je peux me déplacer ici. Hop, ça fait ma découpe selon mon cercle. Par contre, si ma petite cible est à l'intérieur, lui continue à découper, toujours, tant que j'ai un bout à l'extérieur. Alors que les brosses de clip, c'est pas le cas, j'insiste bien. Par contre, si je suis entièrement ici à l'intérieur, et ben là, il sait pas faire. Par contre, il me fait une découpe qui me remplit de polygones. Et si je me tourne, je vais de part en part, ici, voilà, faire ce contour. Donc maintenant, je peux dire à ZBrush, CTRL majuscule. Tiens, hop, je veux ça. Je voudrais inverser ma sélection. CTRL majuscule. Ah zut, c'est pas ce que je voulais. Je voudrais avoir la sélection. Je lâche CTRL majuscule et je tape une fois sur CTRL. Hop, j'ai maintenant le rectangle de sélection. Je peux lâcher et j'inverse. Et maintenant, j'ai un joli trou qui va de part en part du cœur du personnage. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire un tube qui va de part en part pour dire il lui manque le cœur, mais il n'a pas un trou de polygone, mais vraiment un truc qui va de part en part. Faire donc un bridge. Comme ça, je vais arriver à la brosse de bridge. Donc, ce modèle-là, ce que je vais dire, par contre, les polygones, je les ai masqués. Mais j'en veux plus de ces polygones qui remplissent le trou tout à l'heure. Dans la palette, donc géométrie, modify topologie, j'ai le delete hidden. Et il m'a effacé les polygones qui sont, voilà, donc inversés. Hop, excusez-moi. Voilà, donc vous voyez, si j'inverse comme ça ici, il ne m'affiche pas les polygones, je n'ai plus de polygones visibles. Alors cette brosse de bridge, en quoi ça consiste? Ici, hop, c'est curve bridge qui se trouve ici. Cette brosse-là va être capable de détecter des contours, des ouvertures. Regardez, c'est important ce que je vais dire. J'enlève ma symétrie parce que je ne vais pas la voir de l'autre côté. Hop là. Ça va permettre de tracer une courbe. Et entre cette courbe que je vais tracer, ça va créer un pont de polygones. Pont, bridge, d'où le nom. Parce que là, je voudrais faire le contour de mon modèle. Comment je fais faire le contour? Majuscule. Voilà. Et ZBrush, j'avais vu à détecter directement le contour. Je vais de l'autre côté. Je commence à tracer et là, j'appuie sur majuscule. Et maintenant, dès que la brosse, quand je suis dans la brosse, dès qu'elle détecte deux courbes, et automatiquement, ZBrush va me remplir ces deux courbes entre les deux polygones. Ici, de part en part. Je clique là-dessus, j'ai un masque, donc je peux travailler que sur la partie non masquée. Je vais dire, tiens, je voudrais un petit peu lisser, ou j'enlève carrément mon masque, hein, pourquoi pas. Je peux sculpter derrière. Je vois mon maillage hein, si je veux, hein, vous voyez, hop, ici. Voilà, et travailler. Donc la brosse de bridge est relativement simple. Ça veut dire que si je reviens, par exemple, hop, je prends ma brosse de type slice, je slice ici et je slice là. Cette partie-là, hop, j'inverse. Ça, j'en veux pas. Delete hidden. Slice, je vous rappelle, ça fait des polygones de part en part. Hein. Je reprends ma brosse type bridge. Je l'ai déjà sélectionné. Hop. Majuscule, je prends le contour ici. Majuscule, je prends le contour. Hop, ça m'a fait un bridge. Alors bien sûr, le bridge est direct. Hein. C'est pas forcément la meilleure chose. Honnêtement, si je veux faire un truc propre, entre deux, une topologie propre, j'ai plutôt intérêt à afficher que les polygones entre deux du modèle d'origine et faire une retopologie en gardant la fonction de freeze border par le même nom de polygone au niveau du contour. Mais bref, donc voilà le bridge, en gros comment ça marche. Donc soit sur des courbes fermées entre elles ou des courbes ouvertes entre elles. Par exemple, je tape une fois pour quitter ici, je vais faire ici et je vais faire là. Vous avez vu, ça m'a créé directement un pont de polygones entre ces courbes-là. D'accord? Donc c'est le même mode de fonctionnement que le reste ailleurs au niveau de ZBrush. Donc voilà un petit peu pour ces différents, donc ces deux nouvelles brosses. Il y en a encore une qui a été rajoutée, qui se trouve ici, la crise curve. Alors honnêtement, je ne suis pas forcément le plus fan de cette courbe-là, je vais vous montrer. C'est pas une courbe que j'utilisais, je ne vous le cache pas. Je vais prendre polysphère, oh bonne taille. Je vais prendre Lightbox, excusez-moi, je vais prendre le projet du cube ici. Je n'enregistre pas. Voilà, je vais enlever un peu de polygone. Voilà ici. Donc, j'ai plus de niveau de subdivision. CTRL majuscule, ma courbe de crise est prise. Hop, je fais ça comme ça ici. Hop, sur les côtés et limite. Voilà. Vous remarquez, qu'est-ce que m'a fait ZBrush?
il m'a fait une découpe de polygones, comme la broche de type slice, mais tout autour m'a rajouté, alors on n'a pas changé les polygroupes, mais tout autour m'a rajouté un creasing. Le creasing, cette fonction qui dit ZBrush, quand tu détectes ça, tu n'appliques pas de lissage à cet endroit-là, de lissage. Il y a bien un lissage, mais en fait on va faire une cassure au niveau du lissage. Donc si je fais divide, vous remarquez bien, on détecte notamment à cet endroit-là, effectivement, des cassures. Bon, c'est pas terrible ce que nous a fait Thomas ici. Donc je vais dire, bah tiens, hop, je reviens en arrière. Encore en arrière ici, hop en arrière, et je vais au niveau le plus bas. Allez, delete ailleurs. Et donc je fais une cassure comme ça ici, et une toute petite. Voilà. Voilà, là je pense que maintenant vous voyez beaucoup mieux le résultat. Donc vous voyez ici, en fonction de la cassure, bah, effectivement il me pince mes polygones là et là. D'accord? Donc l'intérêt voilà, du creasing, c'est qu'on peut, au lieu de travailler sur des polygones déjà existants, on peut tracer des polygones. Pourquoi je dis que j'aime pas cette brosse là? Déjà, je suis pas fan du creasing avec une brosse. Pour moi, c'est vraiment des polygones, c'est assez précis, surtout pour du hard sculpting. Mais bon, ça après, c'est un choix personnel. Mais la vraie raison, c'est que cette brosse là, si donc je reviens en arrière, là, j'ai pas beaucoup de polygones, mais vous faites j'ai un creasing comme ça. Ben voilà ce qu'il a fait. Il vous rajoute des polygones entre les deux avec des triangles et tout. Donc quand vous allez lisser, bien sûr il garde le creasing, mais forcément votre lissage derrière, qu'il n'y a pas des jolis polygones, des beaux quads bien ordonnés, bah, un lissage qui n'est pas très joli. Et donc forcément ça casse tout l'intérêt du creasing derrière. Donc voilà, donc c'est mon point de vue, mais c'est pas une brosse dont je suis fan, on va dire, voilà derrière. Alors, au niveau donc de ces brosses là, donc c'est les nouvelles brosses. Par contre, ces brosses-là peuvent faire appel à des nouvelles fonctions. Je vais revenir à ma brosse de trimming. Je vais rester sur ce cube-là, tiens. Voilà, je reviens ici. Hop. Un coup de divide. Et je viens ici. Donc j'ai un gros tas de polygones. CTRL majuscule. Et je vais aller prendre la brosse de type trim. Cette brosse de type trim, vous avez vu tout à l'heure, je pouvais j'en découper comme ça ici. D'accord? Proprement. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les brosses ont toutes des options. Et vous avez, pour la brosse de type donc trim, vous avez dans les de type clip aussi, vous avez ici, ça s'appelle le B-radius, la broche radius. Et bien ce brosse radius est étendu à d'autres brosses, typiquement la brosse de type trim. Voilà. J'active ça. Petit raccourci, CTRL espace. Vous l'avez aussi ici, CTRL espace. Voilà. Je l'ai activé. Et maintenant, quand je vais tracer ici, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a tracé une découpe qui va de part en part, selon la taille de votre brosse. Alors vous voyez, c'est plutôt le inner radius, hein, d'accord? Si maintenant j'appuie sur Alt quand j'ai tracé ma courbe, ça me fait une découpe qui va de part en part ici. Voilà, j'appuie sur Alt et je vais de part en part ici. Ou le contraire. Je n'appuie pas sur Alt cette fois-ci. Et voilà. Donc remarquez bien le petit problème au niveau, je disais tout à l'heure, de couvercle. On perd ce genre de choses. Donc voilà, c'est la petite fonction en plus, mais dans certains cas, c'est assez utile de faire des pans de mur, ce genre de choses. Vous découpez comme ça ici, voilà, vous avez une découpe propre, assez définie, à faire un coup d'inamèche par là-dessus, si vous le voulez. Alors, hop, je reviens en arrière, et bien sûr, cette fonction-là, on la trouve notamment avec la slice brush. Je slice de part en part, vous avez vu, ça m'a fait un slice. D'avoir un slice, donc j'enlève le B radius ici, hop là de chaque côté, ça m'a fait de l'autre côté. Donc en fait, toutes les brosses de type curve qui font du slice, etc., du clip et tout, maintenant utilisent la fonction donc de brosse radius, B radius. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à vous montrer? Enfin, qu'est-ce qu'il me reste encore à vous montrer? Le B radius. Ah si, oh, j'oublie un truc très important. Je reviens à mon démo Soldier. Je l'aime bien parce qu'en fait c'est un vieux modèle certes, mais il a beaucoup de caractéristiques intéressantes pour les démonstrations. C'est qu'il a des polygroupes. Et vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai pris ma brosse de type bridge, ça m'a détecté, excusez-moi, je vais prendre ma brosse de type, excusez-moi, bridge ici. Donc vous voyez, là, il me détecte avec majuscule, donc des contours. Alors j'ai une autre subdivision, je vais les enlever. Voilà. Sachant que les brosses de type curve, tout à l'heure vous avez vu, j'ai une ouverture de détecter l'ouverture. C'est-à-dire que si j'affiche ici, je prends là, majuscule, il me prend l'ouverture. Vous avez vu, il m'a créé une courbe automatiquement.
Ce qu'il faut savoir, c'est cette fonction de détection, dire bah oui mais il faut une ouverture, des fois on n'a pas toujours l'ouverture. Et bien ça a marché grâce à notre fonction de framing stroke. Vous avez ici le frame mesh, par défaut, qui détecte que les ouvertures, les bordures. Je peux dire bah, les polygroupes ou les crises d'arête. Maintenant, j'appuie sur, je trace ma courbe, je croise un polygroupe et j'appuie sur majuscule. Le majuscule est important, sert à faire la détection. Voilà, hop ici, il me détecte comme ça le contour ici du polygroupe. Vous voyez, hop ici, il me détecte là. Hop, majuscule. Alors, il me fait un brick forcément, c'est pas ce que je veux faire. Donc voilà, donc cette fonction-là permet de détecter les ouvertures. Intérêt, c'est beaucoup de brosses qui marchent avec des courbes, par exemple curve tube ou curve allée multitube. Hop, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Hop, il détecte le contour ici. Hop, le contour là. Il va avoir un joli caleçon. Voilà, ici, donc en plus il détecte que c'est le même contour. Voilà, donc typiquement, hop. On peut faire ce genre de choses. Mais ça marche aussi avec les brosses de type insert multimesh ou tout ce que vous voulez derrière. Donc cette fonction, voilà, donc ici, stroke frame mesh. Donc par défaut, quand vous choisissez ce que vous voulez accrocher, quand vous avez une brosse de type courbe, vous pouvez comme ça ici choisir par rapport au polygroupe. Exemple d'une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est quand vous voulez, donc CTRL W, j'enlève tous mes polygroupes. En fait, je fais un polygroupe pour tout. Vous vous rappelez par rapport à Z-Remesher, je vous disais, on peut tracer des courbes au niveau du modèle pour donc influencer le flow des polygones. Et bien rien ne nous empêche de prendre la brosse de type donc slice, et dire bah tiens, je vais slicer comme ça ici. Alors attention par contre, ouais, c'est que il a tendance des fois à être un petit peu sadique le slice. Bah, vous slicez comme ça vos modèles. Voilà. Et il faut dire après, bah tiens, je voudrais par rapport. Alors si vous faites très classé, en fait, il faut couper le modèle en deux, travailler par symétrie. Bref. Parce qu'en fait, vous dire, bah tiens, je vais travailler ici, je vais faire un slice là, un slice ici, et après, vous pouvez très bien faire la symétrie. Bah, je reviens en arrière ici. Donc j'ai différents trucs. Je peux dire, bah tiens, stroke, maintenant, je voudrais faire un frame mesh. Il m'a fait les courbes comme ça ici. Donc je n'ai qu'à prendre ma brosse donc, de Z-Remesher. Voilà. Et là, je vais faire donc stroke, frame mesh. Et là, automatiquement, il m'a créé les courbes sur mon modèle, prêtes à être utilisées comme guide derrière. Voilà, c'est un petit truc. J'ai vu quelqu'un sur ZBrush Central qui en parlait aujourd'hui, donc voilà, autant vous faire partager le petit truc par rapport à ça. Donc voilà un petit peu par rapport à cette fonction-là, qui est assez intéressante. Alors tant que je suis sur les polygroupes, les modèles et tout, autre nouveauté qui n'est pas négligeable, vous devez vite comprendre l'intérêt. Donc maintenant sur le Dynamesh, voilà, quand j'ai des polygroupes, j'avais la projection pour aller plus vite, Dynamesh, et ben ZBrush m'a gardé les polygroupes. C'est-à-dire que si je décide d'insérer, donc peu importe une sphère, hein, je fais ça rapidement sur le modèle, par exemple avec Alt, je lève le mode solo, c'est ce qui donne cette impression là ici, voilà, hop ici, je mets à jour le Dynamesh, touc. Vous voyez le mode solo, pourquoi il marche maintenant, j'en sais rien. Vous voyez c'est mode solo dynamique. Vous voyez si je tourne, tous les modèles disparaissent, je relâche, tous les subtools apparaissent. D'accord? Donc c'est le mode solo dynamique. Donc je vais enlever le mode solo dynamique. En fait, le mode solo dynamique, il s'active lorsque le mode solo n'est pas activé. C'est très logique. Donc j'ai mal documenté un truc dans ZBrush. Voilà. Alors, l'intérêt de ces polygroupes-là, c'est que ben voilà, quand vous insérez des modèles, des objets sur votre modèle, ZBrush met à jour les polygroupes. Alors bien sûr, en fonction de la densité, vous allez perdre par rapport à avant. Et rien ne vous empêche de dire, bah tiens, je vais pouvoir aller dans les edge loops et dire, fais-moi un groupe loops. Voilà, mais un groupe loops autour des polygroupes. Ou alors un panel loop. Je ne pas sur panel loop, hein, bien évidemment. Il faudrait effectivement que j'augmente un peu le thickness, que je joue un petit peu sur le bevel. Hop, hop. Voilà, bon là j'étais un peu violent sur le thickness. Bref, peu importe, on s'en fiche, le but c'est de vous montrer le truc. Je devrais le faire à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc l'intérêt c'est qu'avec le Dynamesh maintenant, vous gardez les polygroupes, c'est un petit détail, mais vous allez vous retrouver avec des possibilités que vous n'aviez pas avant, parce que le Dynamesh perdait les polygroupes, ce qui était très contraignant. Attention toutefois, je vous rappelle que le Dynamesh, quand il y a du polypainting, est capable de projeter et garder les polypainting. Malheureusement, cette fonction ne marche, donc ici, de garder les polygroupes que si le modèle n'a pas de polypainting.
D'accord, donc c'est une incompatibilité donc au niveau du modèle. Alors, toujours dans les petits trucs, souvent c'est les petits trucs hein, qui restent derrière. Vous avez par exemple le lissage des UV. Alors je vais vous le montrer techniquement, c'est un peu embêtant comme truc. Donc là j'ai chargé un modèle qui est un cube par défaut dans ZBrush. Et si je vous montre ces UV, donc je vais dans la palette, donc UV ici, UV Map, et je clique sur Morph UVs. Voilà les UV du modèle que j'ai. Alors c'est assez technique hein, ce que je vous montre ici, je l'avoue. Et bien maintenant, quand je subdivise mon modèle avec la fonction de lissage des UV, important pour certains logiciels, divide, 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 si je refais mon Morph UVs, en fait les bordures ici restent toujours protégées, n'ont pas bougé du tout. Vous allez me dire oui, c'est quoi cette nouveauté? Parce qu'avant en fait dans ZBrush, je vous montre ici, voilà, désolé le changement de taille ici, mais voilà, ZBrush avant il faisait ça au niveau des UV, il a tendance à rogner à certains endroits les UV, ce qui fait que d'un logiciel à l'autre, l'interprétation des UV ou comment les sims sont notamment générés au niveau du rendu, ça pouvait poser problème. Donc c'est une petite nouveauté, voilà, c'est pas énorme, mais pour beaucoup de gens en production, l'impact est non négligeable. Donc voilà pour une petite nouveauté au niveau de ZBrush. Voilà, après maintenant, ah si, un petit truc, tiens, j'aurais dû rester sur les panels loop tout à l'heure. Bah tiens, je vais revenir sur mon cube ici. Donc je vais faire un demorph UVs. Voilà ici. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Hop. Et je vais faire un delete lower. En fait, pas comme moi, faire des bêtises. Je reviens à mon rectangle de sélection, mon lasso. Voilà. CTRL W, je fais un polygroupe. C'est le même exemple que vous avez dans la documentation. Hein, je vous cache pas. C'est moi qui l'ai fait, donc voilà. Donc voilà, je me retrouve ici avec, allez on peut en faire un si vous voulez de plus. Voilà. Avec différents polygroupes sur mon cube. Vous marquez des polygroupes. Avant, lorsqu'on faisait un panel loop, désolé, donc je laisse les valeurs par défaut. Alors je vais quand même enlever le polish et je vais augmenter un petit peu le fitness. Voilà. Encore un peu. Voilà. Donc avant, lorsqu'on faisait ça, le problème c'est que en fonction des panneaux que vous aviez, il n'y avait pas les mêmes polygroupes et surtout c'est que les boucles ici avaient des polygroupes toutes différentes. Alors ça a des intérêts, mais dans ce cas c'est problématique. Si maintenant vous activez la fonction retain panel et retain loop, deux, l'un ou l'autre, voilà. En fait tous les panneaux, quels qu'ils soient, ont tous le même polygroupe. Alors je vais le refaire une fois parce que c'est pas une bonne couleur, voilà, on voit mieux ici. Vous voyez, tous les panneaux ont tous le même polygroupe et les bordures ont tous le même polygroupe. C'est-à-dire que si vous faites un contrôle-clic dessus, vous sélectionnez tous les panneaux relativement facilement. Et donc après faire des opérations librement que sur cette partie-là. Bien sûr, le panneau intérieur, le panneau extérieur ont des polygroupes différents. Voilà, mais au moins, voilà, vous retrouvez les différents trucs voilà, assez facilement. Vous voyez ici les bordures. Vous pouvez faire une opération, un lissage, n'importe quelle chose, vous accédez assez rapidement. Donc c'est un petit détail, mais c'est pas négligeable. Pour finir, donc, on a le new masking et le groupe front. New masking, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je reviens sur mon démo soldier. Voilà ici. Bah, lui va détecter, attendez, je vais enlever hop, un bras ici. Dans la palette masking, honnêtement, je ne vois pas, sauf certains cas quand même, avec enfin, il y a des cas, je vais vous montrer, attendez, je suis en train de parler, d'anticiper les choses. Donc dans masking, je vais y arriver, ici, vous avez mask by feature. Vous cliquez dessus. Je vais juste repasser en mode flat color et sans les polygroupes. Vous voyez ici. Il vous a créé un masque au niveau des limites de polygroupes ou des ouvertures ou des creasing d'arête. Voilà, me demandez pas trop l'intérêt de la chose, on le voit mieux comme ça ici, excusez-moi, et ben je ne sais pas. Les seuls intérêts que je vois, c'est effectivement lorsqu'on fait de l'insertion de différents modèles, je vais reprendre par exemple la documentation, un peu de choses près, project, je
Je vais prendre le Dynamesh, allez, 128 ici, je n'enregistre pas mon projet. Voilà. Je vais charger une brosse de type Mesh Insert. Et je vais prendre... on va prendre les mêmes codes, voilà. Et là, je vais enlever le mode solo et je vais insérer, voilà, différents cailloux. Bien sûr, M pour choisir d'autres cailloux. Oh, celui-là, il me plaît bien. Bon, sans symétrie, hein, bien sûr. Ah, voilà, je peux enlever le masking. Vous remarquez, c'est des polygroupes différents. Donc, si maintenant, je fais un Dynamesh qui est activé sur ce modèle-là, voilà ici, CTRL, clic glisser, il met à jour mon Dynamesh, mais il y a mes polygroupes. D'accord? Donc, sur mon Dynamesh, mes polygroupes. Et maintenant, je peux dire à ZBrush, voilà, il m'a créé directement, voyez, un masque sur les bordures. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que si je décide d'inverser mon masque, là-dessus, on peut faire des opérations donc de déformation. Je vais y arriver juste au-dessus ici. Voilà, faire un petit inflate positif cette fois-ci. Avec un petit coup de smooth pour un peu... Oups. J'étais un peu violent. En fait, j'ai pas beaucoup de polygones, donc forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Un coup d'inflate balloon derrière. Un petit coup de lissage par-ci, par-là. Bon, je fais ça un peu à l'arrache. Hein. Voilà. On peut faire des choses comme ça. Honnêtement, voilà, c'est le seul cas que je vois. Je vous le dis honnêtement. Et sinon, il nous reste un dernier masking, tant que je suis dans les maskings, qui est le front masking. Voilà ici. Pardon, front masking, excusez-moi, le polygroupe, fond groupe, polygroupe ici, qui lui, en fonction du point de vue, groupe front, je suis de face. Là, ici, attendez, j'annule. Hop, groupe front. Tout ce qui est visible à l'écran, donc devient polygroupe. Et ce qui n'était pas visible à l'arrière, reste, on va dire, inchangé. D'accord? Donc bien sûr, il y a une zone de tolérance. Hein. Front groupe, c'est l'angle qui se trouve ici. Un groupe très faible, vous voyez, il va prendre très proche, vraiment sur la partie avant. 90, il va aller prendre vraiment tout ce qu'on va voir jusqu'à 90 degrés en tournant. Vous imaginez qu'il va tourner sur le côté. Plus vous montez la valeur, plus il va aller derrière. Donc si je vais à 170, vous voyez quasiment tout le modèle est pris, sauf les quelques polygones derrière. Donc voilà, c'est pour des cas un peu spécifiques, enfin vraiment liés au niveau du point de vue de votre modèle. Donc voilà un petit peu pour toutes ces nouveautés de ZBrush 4R6. Donc oui, c'est une petite version, mais il y a quand même voilà, une bonne heure quand même d'explication sur ces différentes nouveautés. Donc vous avez bien compris que ZRemesher est la nouveauté, mais des fonctions comme les polygroupes présents avec le Dynamesh, c'est tout sauf négligeable, franchement. Le lissage des UV, c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même bien sympathique. Les brosses de type trim hein, qui sont bien pour faire la découpe de modèles assez rapidement. Honnêtement, maintenant, je n'ai pas utilisé les brosses de type clip depuis que j'utilise les brosses de type trim. Je vous le cache pas, le clip pour moi part à la poubelle. Donc voilà, le bridge qui est entre deux courbes assez pratique. N'oubliez pas la touche majuscule une fois qu'on a commencé à tracer la courbe pour détecter les crises, les ouvertures ou les polygroupes. En ayant bien évidemment dans la palette stroke les modes forcément qui correspondent autorisés derrière. Donc voilà un petit peu pour cette version 4R6. Donc n'hésitez pas à regarder la documentation pour vous en rappeler. N'hésitez pas voilà, à faire vos différentes créations. Testez ZRemesher, ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps pour le comprendre au début. Hein. Ces différentes glissières, ce mode adaptive density, trouver le moyen de diriger des polygones, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Et ce n'est que le début de ZRemesher qui va être amené forcément à évoluer à l'avenir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo sur les nouveautés de ZBrush 4R6, en espérant que ça vous aura aidé à mieux comprendre ces nouveautés et d'aller plus loin dans vos créations et de moins vous prendre la tête pour le côté technique, surtout notamment je pense à la retopologie. Donc voilà, et donc à très bientôt pour d'autres tutoriaux sur ZBrush. Bye bye.